Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de Lights Out, une émission de Formule 1 comme son nom l'indique. On va revenir tout au long de la saison sur chacune des courses, chacun des grands prix de cette saison 2025 de Formule 1. Pour m'accompagner, Quentin Rousset et Baptiste Le Filiade. Bonjour messieurs. Bonjour Raphaël. Hello. Comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va super hein ? Parfait. Moi ça va aussi. On a assisté à la reprise de la F1 ce dimanche avec le Grand Prix d'Australie à 5h du matin chez nous en France. On va revenir sur quelques sujets chauds un petit peu autour de ce premier Grand Prix. On va d'abord parler des McLaren évidemment et puis de Max Verstappen qui ont formé un petit peu le trio de tête durant ce Grand Prix. On va revenir évidemment sur la déception un petit peu que Ferrari a procuré un petit peu chez nous, la déception qui nous revient. Et on va aussi évidemment parler des rookies, les 5 rookies qui sont présents cette année en Formule 1. On va revenir sur leurs prestations un petit peu tout au long du week-end et surtout pendant le Grand Prix, plutôt mouvementé pour nos rookies. Et pas qu'un peu, en effet. Voilà, pas qu'un peu. Et puis on fera un petit point à la fin sur le classement et ce qu'il y a à suivre pour le prochain Grand Prix de F1. Commençons du coup tout de suite avec, comme je disais, McLaren et Verstappen. Et bien, on a vu 3 monoplaces filer loin devant leurs concurrents. Même si on a vu un moment Verstappen être décroché durant le premier relais de cette course en Australie, il n'y avait pas match. Il y avait vraiment ce groupe-là et les autres. Concrètement, McLaren sur sa lignée, après ses essais hivernaux très réussis, on voit qu'il conserve un rythme aussi bien d'une part en qualification que d'autre part en course, qui est quand même vraiment au-delà de tout le reste de la grille. Seul Verstappen a pu pousser sa machine pour les concurrencer un petit peu, même si on a vu 2 moments notamment un écart se creuser entre les deux. Néanmoins, on part sur un sans faute pour l'instant de leur part. On domine les qualifications, la course et les essais qui se passent très bien. Je pense qu'accompagné du meilleur tour pour Norris, ça promet une saison grandiose pour l'écurie anglaise. Ouais, ça confirme la tendance des essais de Bahreïn. Toutes les écuries disaient que McLaren partait avec une longueur d'avance et effectivement, ils ne se sont pas trompés puisque McLaren a vraiment dominé ce week-end, que ce soit les essais libres, les qualifications, en sécurisant la première ligne avec Norris en pôle et Piastri juste derrière lui. Et puis une belle cadence imposée par les McLaren tout au long de la course. On va y revenir ensuite jusqu'à ce fameux tour 43 et cette sortie de piste. Mais un très gros rythme impressionnant des McLaren qui s'arment vraiment comme les favoris cette saison. Oui, et puis Norris, ça va être important de le notifier, mais sur le départ, qui a plutôt pris une bonne impulsion, parce qu'on l'a vu la saison dernière, ça a été un petit peu son point faible, c'est-à-dire qu'il sécurisait la pole position, puis au départ c'était tout de suite beaucoup plus compliqué, même si en fin de saison il s'en est un petit peu mieux sorti à ce niveau-là. Il était pas loin de se faire surprendre par Max quand même. Ouais, mais il a réussi justement à garder. Il a protégé l'intérieur, mais c'était musclé. Je on pense n'était que pas loin sans du Piastri, plongeon. qui gênait, il a réussi à passer Piastri, Max Verstappen, mais c'est vrai que sans ça, peut-être que Max aurait eu l'opportunité d'attaquer pour la P1. Mais malgré ça, Norris, du coup, a su garder sa première place, on va dire, tout au long du Grand Prix. Il y a quelques tours où il se retrouve derrière, puisque le jeu des arrêts au stand fait que Hamilton, normalement, se retrouve leader. Mais en fait, Norris, de A à Z, quasiment en leader sur ce Grand Prix. Carrément. Puis de toute façon, Norris chez McLaren est un peu à domicile. Ça fait maintenant depuis 2018 où il a rejoint l'écurie de Woking. Clairement, il est chez lui. Zak Brown place énormément d'espoir dans ce pilote. Donc clairement, toute l'écurie est arquée autour de lui et de son travail. Donc c'est un projet qui est construit et qui va dans son sens. Aujourd'hui, il démontre encore pourquoi, avec une très bonne performance lors de ce Grand Prix. Une bonne impulsion, effectivement, à noter. On se rappelle de tous les mèmes de l'an passé. C'est bien, il part en tête, mais à voir ce que ça va donner à la fin du premier virage où il se retrouvait souvent P3, P4. Là, on voit que les défauts ont été manifestement corrigés. Mais attention, la petite attaque très acérée de Verstappen qui était agréable à voir. Mais c'est là qu'on voit l'intérêt aussi d'avoir une équipe, contrairement à d'autres, qui peut sécuriser une même performance sur les 2 pilotes et avec un Piastri qui, même s'il a perdu une place, a pu protéger Norris pour conserver la tête. Et moi, ce que je trouve impressionnant chez McLaren et très inquiétant pour les autres écuries, c'est qu'avant la safety car et le crash de Fernando Alonso en milieu de course, les McLaren avaient 15 secondes d'avance sur Verstappen qui était 3e et 25 secondes sur Russell 4e. C'est dire le rythme qu'avaient les McLaren ce matin à Melbourne. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter pour les autres écuries, notamment les autres top teams qui n'ont pas forcément, eux, été au rendez-vous ce matin. Alors à voir ce que ça donnera sur des conditions un peu plus avantageuses, plus saines pour le reste des écuries. Mais c'est vrai qu'il y avait cette avance assez
conséquent, je vais dire ça, conséquent pour les McLaren. Et puis, sans l'intervention de la deuxième safety car qui permet à Max de recoller sur Norris, les McLaren auraient pu filer tout droit vers un doublé sans aucun problème. Exact. Et surtout, on va ne pas oublier qu'on était sous des conditions humides, voire sous pluie, qui ont tendance à rapprocher justement les performances des monoplaces. Qu'est-ce que ça aurait pu donner si on était resté sur le sec? Donc, est-ce que Max Verstappen aurait pu, lui, mieux performer encore et poser plus de problèmes à l'écurie anglaise? Ou est-ce qu'alors les McLaren, on aurait suivi la tendance des essais à Bahreïn, où on les voyait vraiment une seconde et demie plus rapide au tour que tous les autres concurrents? La question se pose en soi. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais on n'a pourtant pas senti dans le discours d'après-course, par exemple chez un George Russell ou chez Mercedes de manière plus générale, un affolement ou une quelconque déception, comme si presque c'était prévu que dans ces conditions, ils savaient qu'ils n'allaient pas jouer la victoire. Mais je pense que Mercedes, si on leur avait dit au début du week-end vous ferez P3 et P4, je pense qu'ils auraient signé tout de suite. Ils étaient clairement pas dans le coup au début du week-end. Ça devait être Ferrari et Mercedes aux avant-postes. Surtout quand on voit la qualif. Je vous rappelle que Antonelli a démarré 16e sur la grille. Ouais. Il a été éliminé dès la Q1. C'était une grosse déception. Même si c'est son premier Grand Prix, c'était une grosse déception pour Mercedes. Et au final, ils ont su saisir les opportunités que Ferrari n'a pas su saisir, par exemple, ou d'autres. Je pense notamment à Lawson chez Red Bull. Et ils s'en sortent avec 27 points rapportés de Melbourne et en tête du classement constructeur, égalité de points avec McLaren. Ouais, c'est quand même assez impressionnant pour le coup, parce que Piastri, qui évidemment connaît ce coup du sort, on va dire, cette sortie dans les graviers où il a suivi son coéquipier Lando Norris, finit par terminer à la 9e place et donc rapporte 2 points à son écurie, assez inespéré au vu de sa 16e place à la sortie à la reprise de la course après la safety car. Avec un dépassement exceptionnel dans le dernier tour sur Lewis Hamilton. C'était osé. Je pense qu'on a déjà un des dépassements de l'année. Oui, c'est vrai qu'il est sur l'extérieur, et puis on a Hamilton qui ne veut pas lâcher à ce moment-là. Quand même. Sur un septuple champion du monde, alors bien qu'un nouvel arrivant chez Ferrari dans des conditions qui sont un peu tricky. À l'extérieur, dans des conditions humides, c'est extraordinaire. Là, on a un dépassement des grands jours. Bravo Piastri, à domicile. Et puis sans sortie de piste, contrairement à Liam Lawson qui avait tenté un petit peu la même chose lui à l'intérieur sur ce même virage, qui a été parti un petit peu au large après, mais qui avait réussi à la rattraper. Non, c'était très propre. Il y a cette petite touchette, ce petit contact quand même avec Lewis Hamilton, on le voit tout de suite parce qu'il y a l'aileron d'Hamilton qui se brise sur le flanc droit. Il a un peu aidé, il a recalibré comme au stand, quoi. On lui a remis un peu d'angle pour finir le Grand Prix en bonne condition. Ouais, non, mais heureusement, entre guillemets, que c'était le dernier tour pour le coup. Sûr. Parce que ça aurait pu avoir peut-être d'autres conséquences. Mais oui, le dépassement en lui-même reste magnifique. Et puis Piastri réalise une très bonne performance. L'expérience qui arrive, qui s'accumule en fait pour lui tout simplement. Là où on voyait qu'il ne pouvait pas tenir le même rythme qu'un Lando Norris les saisons passées, il s'affirme quand même de plus en plus. Il est de plus en plus à l'aise, je pense, aussi avec la voiture. C'est ce qui lui a aussi permis de réaliser ce dépassement. Parce que Lewis Hamilton est quand même sur une monoplace qu'il découvre encore. Donc je pense que tout ça a un petit peu joué, mais le dépassement lui-même reste magnifique, c'est clair. Très, très clairement. Et puis sa prestation face à Norris, pour rebondir dessus, où il arrive à bien remonter sur son coéquipier pendant toute la course, les positions figées au moment de redépasser les retardataires pour prendre un tour. Néanmoins, on était en passe de voir un Piastri aller concurrencer Norris, voire le dépasser, qui sait, à ce moment-là. Donc ça annonce de très belles choses pour cette saison. On sait que les pilotes se placent pour le championnat, surtout si McLaren domine. Il va falloir donner l'avantage ou non au pilote qui sera en tête à ce moment-là. Donc je pense qu'on va au-devant d'une très belle saison du côté de chez McLaren et de chez Piastri pour devoir montrer toutes ses qualités, l'étendue de ses talents face à un coéquipier qui est déjà très installé lui dans l'écurie. Et c'est a priori le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on se dirige vers une convergence des performances entre Norris et Piastri qui a une progression extraordinaire au cours de la saison 2024. À voir si actuellement on sait que le leader de cette écurie c'est Lando Norris et Piastri est catégorisé comme pilote numéro 2, mais à voir si Piastri ne deviendrait pas un numéro 1 bis, voire prendre la place de Lando Norris. On le sait, il a son caractère, il a un potentiel de champion du monde, il le sait, il en a conscience. Et à voir si il peut prendre le lead de cette équipe. Je pense que Norris, il va devoir surveiller Verstappen, mais également son coéquipier. Ça va pas être de tout repos pour le Britannique. Et puis même dans la gestion pour McLaren, parce que c'est ce que Zak Brown affirmait déjà l'année dernière, peut-être pas en 2023 quand Piastri est arrivé, mais l'année dernière, il expliquait déjà que lui, ce qu'il voulait, c'était 2 pilotes numéro 1 dans son écurie. Pas de numéro 1, pas de numéro 2. C'est un choix qui est
notamment critiqué par Christian Horner qui en avait parlé dans Drive to Survive sur la dernière saison qui est sortie. Mais ça peut devenir aussi un frein pour McLaren. C'est-à-dire que l'année dernière, on a quand même eu un Norris qui se dégageait comme naturel leader malgré tout en début de saison. Mais avec le rapprochement des performances en fin de saison, on peut imaginer que cette saison, ça pourrait être différent. Très attention. Merci. Pardon. Surtout qu'on a vu un Piastri qui reste encore très team spirit aujourd'hui. C'est-à-dire quand on dit on gèle les positions, n'attaque plus ton coéquipier. Il a dit je suis plus rapide, mais si vous le dites, pourquoi pas, à la limite. Mais que à la fin de saison, s'il voit que très régulièrement on essaye de le freiner, il va commencer à faire un peu à la manière d'un Leclerc sur Vettel quelques années auparavant chez Ferrari, à dire je vous adore les gars, mais je suis là pour piloter, je suis là pour gagner, je sais ce que je vaux. On parle quand même d'un pilote qui a gagné dès la première saison dans toutes les catégories inférieures à la F1. Donc il va dire cette fois-ci, j'ai voulu apprendre dans mes premiers Grands Prix, désormais j'ai les armes, nous avons les armes et on va aller se battre, peu importe qui sera en tête. Bon, après attention, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, Bien sûr. qu'à la première course de la saison, et on verra au fil de la saison si Piastri parvient à dépasser Norris. Ouais, peut-être que justement il va vouloir jouer sa carte. Il aurait peut-être intérêt à jouer sa carte le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, avant que ça se retrouve dans une situation équivalente à la saison dernière où Norris est largement en avance sur lui en termes de points et que l'écurie décide de le favoriser sur le reste des courses. Donc je pense qu'il va, de toute façon, même s'ils sont tous là pour ça, essayer de gagner, il aurait tout intérêt d'un point de vue personnel à s'imposer aussi un peu plus fortement au sein de l'écurie. Ah, bien sûr. Puis j'ai une petite pensée émue pour le management avec Andrea Stella, team principal, et Zak Brown. Parce qu'on rappelle les grandes heures de McLaren pour jouer le championnat avec 2 pilotes numéro 1 en qualité de Fernando Alonso et Lewis Hamilton, qui a donné beaucoup de sueur froide à l'époque pour ses cadres dirigeants. Les bons souvenirs. C'était fou. Je pense qu'on s'en rappelle encore. Donc à voir comment ils vont pouvoir gérer ça. Je pense que ça va être aussi une partie très intéressante. Au-delà du côté en piste, ça va être toute la gestion hors piste d'une écurie qui commence à parler à de plus en plus de fans et surtout de voir comment gérer une situation de crise, mais avec 2 pilotes qui surperforment au sein d'une même écurie. Parce que la dernière fois qu'on avait vu ça, concrètement, on était plus à l'époque de Mercedes avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton, surtout en 2016, pour l'apothéose du championnat. Maintenant, je pense qu'on va au-devant de belles choses cette saison. Ouais, il y aura évidemment ce petit point noir dans cette course à rappeler le double gravier des McLaren dans le 3e secteur. Qui n'a finalement rien coûté à Norris, beaucoup plus à Piastri. Piastri qui pouvait devenir le premier pilote australien à terminer sur le podium du Grand Prix d'Australie, qui était quand même très bien placé en 2e, et malheureusement il ne deviendra pas le premier, en tout cas pas aujourd'hui. À l'image d'un Charles Leclerc à Monaco, petite Absolument. Cette malédiction australienne qui continue. Après, pour revenir sur l'incident, en soi, ça peut être une très bonne chose parce qu'on parle de synergie d'équipe. On a 2 pilotes qui quand même performent mais font aussi la même erreur ensemble, ce qui veut dire qu'ils vont en soi dans le même sens oui. sur la piste et dans le pilotage de la voiture. Donc, faut voir le côté positif des choses. Voilà, pas tout à sûr fait. qu'ils abordent ce point de vue-là au sein de l'écurie, mais pourquoi pas. On a beaucoup parlé des McLaren, on voulait aussi revenir sur Max Verstappen, qui malgré le fait qu'il n'est pas la voiture la plus dominante, est toujours là, toujours présent pour se battre aux avant-postes. Clairement, on reste sur cette tendance de Verstappen. On sait que c'est un pilote à l'image des autres grands pilotes de sa génération qui est en mesure d'extraire plus de performance de la voiture que la voiture n'est censée en avoir. On parle toujours d'un 105-107% par rapport aux capacités de base. Et aujourd'hui, il nous prouve encore, excepté un petit craquage sous la pression de notre Oscar Piastri national. Peu habituel d'ailleurs. Peu habituel, ouais, effectivement, à noter. Un peu trop de regard dans les rétros, moins sur le point de freinage, qui lui a coûté une position en piste et surtout un bon blocage avec bonus des flaques d'eau qui s'accumulaient dans les vibreurs. Mais hormis ça, clairement, on part au vu de la performance de départ de sa voiture, sur un Grand Prix, encore une fois, des grands jours du pilote néerlandais. Alors après, c'est toujours difficile d'évaluer le niveau de performance de la Red Bull, puisque Verstappen ne cessait de mettre des claques à ses coéquipiers. Là, il était 3e sur la grille après la séance de qualification. Lawson n'était que 18e. Donc c'est toujours difficile d'évaluer un petit peu la performance de la Red Bull, d'autant plus que Lawson n'en est qu'à son 12e ou 13e départ en Grand Prix. Voilà, donc ça reste relativement un rookie. Mais c'est vrai que Verstappen affiche un rythme impressionnant pour une voiture qui, a priori, n'est pas censée se battre pour la victoire. Il l'a répété lors des essais hivernaux à Bahreïn, il l'a répété en conférence de presse en arrivant à Melbourne ce jeudi. Et il arrive quand même à nous claquer un chrono phénoménal en qualif et à sécuriser un podium lors de la course. Au milieu de la course, il avait récupéré à un moment le meilleur tour
quand il n'avait plus personne devant lui, quand il était déjà largement décroché par les deux McLaren. Mais malgré ça, il ne se laisse pas distancer, j'ai envie de dire. Parce qu'on le rappelle, juste avant cette safety car provoquée par l'accident de Fernando Alonso, il avait 15 secondes de retard sur Oscar Piastri, qui était lui-même à 2 ou 3 secondes de Lando Norris. Mais derrière, ça tente encore un coup stratégique lors de l'arrêt au stand, là où les deux McLaren chaussent les gommes dures. Avec son équipe, ils font le choix de tenter les gommes médium pour se montrer tout de suite plus agressif et essayer d'aller récupérer plus qu'une 3e place. Ah bah de toute façon le lion Max Verstappen, le surnom ne sort pas de là pour rien, plus ça a ajouté à la philosophie Red Bull qui a toujours été de pousser le plus possible. Après aussi le choix des médiums se justifiait par plus de grip, une meilleure température, y compris sous les conditions humides. Mais effectivement un choix plus agressif que ses concurrents qui, on peut dire, s'est avéré relativement payant pendant cette course. Payant, je sais pas si c'est le mot finalement, parce qu'il chausse les médiums, mais Il reste 3e finalement. ouais, c'est ça. Il a tenté très rapidement d'attaquer Piastri. Il était très proche de lui à la relance, mais ça à aucun moment il a réussi à le mettre réellement en danger. Et puis c'est sans le double gravier, encore une fois, il y a de très fortes chances qu'il reste P3 et qu'il n'arrive pas à déplacer la moindre McLaren. Non, bien entendu, mais après on revient à ce gap de performance de base entre la McLaren et la Red Bull, et plus il fallait effectivement tenter de choix de l'agressivité pour cette relance. Ah oui, tenter, oui, ça, voilà, je suis pour d'accord. tenter. Dans cette position, on allait dire, s'il avait passé les hards comme tout le monde, oui, bon, il était resté sur la tendance, et s'il n'a pas marché, non, là, ils ont vraiment tout tenté, donc on voit une équipe Red Bull et un Max Verstappen qui, malgré un différentiel et un retard en termes de performance de voiture, ne sont pas là pour jouer les secondes places, et souhaitent toujours poursuivre ce travail pour le championnat. Tu disais tenter justement un coup. Une écurie qui aurait pu tenter un coup justement, transition parfaite. On va parler de Ferrari Ah ça. qui se La déception. retrouve. Voilà. C'est vraiment ma grosse déception du week-end. Et bah vas-y, je te laisse commencer à nous dire ce que tu en penses de ce Ferrari. Alors, on a eu quand même des grosses ambitions du côté de Ferrari, des espoirs haut placés. Ils nous ont annoncé que ce soit Fred Vasseur, que ce soit Charles Leclerc, Lewis Hamilton, vouloir viser très haut dès le début de saison, pourquoi pas le titre constructeur même. On a eu un vendredi positif plutôt du côté de Ferrari avec Charles Leclerc meilleur temps des essais libres 2. Ça augurait du bon pour la séance de qualification. Malheureusement, on est un petit peu passé à côté du côté de la Scuderia avec Leclerc seulement 7e et Hamilton 8e, donc la 4e ligne. Derrière des pilotes comme Yuki Tsunoda par exemple sur Racing Bull qui était 5e ou Alex Albon P6 sur sa Williams. On espérait que la pluie redistribue un petit peu les cartes et permette à Ferrari de remonter dans le classement. Malheureusement, ça a été plus compliqué que prévu. On s'est un peu pris les pieds dans le tapis au niveau de la stratégie à cause du retour de la pluie en fin de course. On a arrêté malheureusement le Monégasque et le Britannique un tour trop tard. Et on se retrouve avec un Charles Leclerc qui termine à la 8e place et Lewis Hamilton à la 10e place, seulement 5 points décrochés ce week-end par Ferrari. C'est quand même très décevant pour une écurie qui veut jouer le titre et qui prend déjà du retard, mine de rien, sur des écuries comme Mercedes, Red Bull ou McLaren. Avec un déficit de quasiment 20 points sur ses principaux concurrents. On parle aussi de Nico Hülkenberg qui est lui tout seul sur une Kick Sauber se place devant la Scuderia Ferrari complète. C'est quand même une performance très décevante par rapport aux attentes qu'il y avait. Alors bien sûr, la hype était naturellement énorme. L'arrivée de Lewis Hamilton, une communication en feu. Peut-être d'ailleurs devrait-il allouer un peu plus de budget pour communiquer en live sur les Grands Prix plutôt que sur Instagram. Néanmoins, il n'en demeure pas moins que cette contre-performance va marquer plus d'un fan et a été très décevante pour tous, que ce soit dans le paddock ou dans l'aspect spectateur. Ça a choqué plutôt pas mal de monde. Ouais, tu l'as dit, déception, mais qui s'est aussi créée à cause de l'attente qu'il y avait évidemment autour de Lewis Hamilton et de Ferrari. Pour rappel, au départ de la course, Charles Leclerc parvient lui à gratter 2 positions tout de suite sur Yuki Tsunoda et Alex Albon. Et en toute fin de course, on a une situation où on se retrouve avec les 2 Ferrari à la 2e et la 3e place, si je ne m'abuse, en hard, alors que tout le monde vient de chausser des inters. Et Hamilton a même pris la tête de la course lorsque Hamilton Verstappen s'est arrêté. Hamilton a mené ce Grand Prix, c'est vrai. Pendant un tour, oui. Et on a Liam Lawson et Gabriel Bortoleto qui se crashent, donc potentiel safety car, et on décide, plutôt que de garder les positions en piste en se disant le gros de la pluie est passé, le plus difficile va être derrière nous à la reprise de la course, on reste en hard, on tente d'aller chercher ce double podium, on décide finalement de faire rentrer les 2 Ferrari pour leur chausser des intermédiaires et suivre un petit peu la stratégie de tout le monde, mais tu l'as dit, un tour trop tard.
Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire sur ce call? La question, bien évidemment qu'il y avait mieux à faire. Quand ils font ce call de dire on reste en piste, ce qu'on estimait la plus de catégorie 3 sur seulement 2 tours, effectivement, quand on dit on reste en piste, on tente le tout pour le tout, pourquoi pas? À vrai dire, à ce moment-là, il y avait, avec des grands guillemets, rien à perdre pour la Scuderia, parce que c'était plutôt mal placé au classement. La position en piste était mauvaise. Ils pouvaient tenter le tout pour le tout en disant au pire, que ça fonctionne ou pas, on pourrait rester. Finalement, le résultat qui est attendu en fin de course, mais 8e et 10e. Le problème ici étant que on a voulu tenter un move stratégique en disant on ne s'arrête pas et on reste. Et puis finalement, pour dire ah là là, attendez, bougez pas, c'est très compliqué. Leclerc qui part en tête à queue. En fait, tout le monde au stand, on rapplique et on repart derrière tous nos concurrents alors qu'on aurait pu faire comme les autres et chercher un arrêt gratuit, avec des guillemets, grâce à la safety car, et repartir pour tenter de jouer une meilleure position en piste. Et Ferrari qui retombe dans ses travers de ses erreurs stratégiques. Ça m'a fait penser un petit peu à ce Grand Prix de Silverstone en 2022, rappelez-vous, où Charles Leclerc ne rentre pas sous la voiture de sécurité et garde des gommes très usées. Et derrière, que ce soit Sainz, que ce soit Hamilton, que ce soit Sergio Perez, tout le monde chausse des gommes slick neuves. Et évidemment, Leclerc ne tient pas le rythme face aux autres et se fait éjecter du podium alors que la victoire lui semblait promise. Donc c'est fortement regrettable qu'une équipe comme la Scuderia Ferrari ne parvienne pas à profiter de ces opportunités, d'autant plus avec un placement aussi moyen sur la grille. Il va falloir rectifier le tir dès la semaine prochaine en Chine parce que effectivement ils ont déjà pris du retard sur les autres. Du retard déjà et surtout des interrogations parce qu'on ressort de là avec beaucoup plus de questions qu'à l'entrée, que peut-être au début du week-end sur les performances de Ferrari qu'on imaginait après les essais, peut-être un petit peu plus à la bataille avec les Red Bull ou voire les Mercedes, et finalement ça se retrouve limite dans le midfield sur ce premier Grand Prix. Attention à ne pas tout mettre en cause sur la performance de la voiture parce que alors il faut savoir que évidemment Hamilton ce n'est que sa première course avec Ferrari, donc forcément il est encore en apprentissage. Il doit se familiariser avec sa monoplace, avec ses ingénieurs. Donc évidemment qu'on ne l'attendait pas à ce qu'il gagne ou en tout cas qu'il finisse sur le podium dès la première course. Mais Charles Leclerc a notamment été coupable d'erreurs de pilotage. On l'a vu partir en tête à queue. Voilà, c'est aux pilotes aussi de se mettre dans le bain et de pousser, tirer le maximum du potentiel de leur monoplace. Tout à fait, bien entendu. Après, effectivement, on reste sur un début de saison. On a encore des équipes, la Ferrari est, je crois, 80 ou 90% nouvelles par rapport à l'an passé, ce qui veut dire qu'y compris les ingénieurs et Charles Leclerc lui-même ont encore du mal à comprendre cette monoplace. Ils ont complètement changé de concept aérodynamique. Voilà, tout à fait. Et avec cette refonte, remet en question beaucoup de choses, notamment dans les réglages et l'approche des week-ends. Donc il faut aussi le temps de l'équipe de se calibrer sur cette nouvelle fonctionnalité. Peut-être ont-ils un problème de corrélation entre le simulateur et la piste, ce qui s'est observé ce week-end. Néanmoins, on peut espérer effectivement que dès le Grand Prix prochain et voir que tout au long de la saison, ça s'améliore pour s'extirper de cette position de leader avec une grande avance du midfield et aller rattraper les leaders du championnat. Encore une fois, des conditions un peu chaotiques quand même pour ce premier Grand Prix. Donc on cherchera des réponses dans les prochains rendez-vous évidemment, dans une semaine en Chine. Et puis on espère quand même voir ces Ferrari se battre un petit peu plus aux avant-postes pour créer un petit peu plus de spectacle, ne pas compter que sur les McLaren et Verstappen. Puis je rappelle que les tifosi attendent un titre depuis 2008 et le titre de Kimi Raikkonen. Mais c'est leur année, ne t'en fais pas. Ça va bientôt faire 20 ans quand même. Il serait temps 20 ans que c'est leur année. Il serait temps que Ferrari ramène un titre à Maranello. Dans 2 ans, on aura atteint officiellement les 20 ans après le sac de Kimi Raikkonen en 2007. En 2007, absolument. 2007. Et donc, ça ferait beaucoup de choses très sympathiques. On peut espérer que pour le Grand Prix de Monaco et de Monza, notamment, les problèmes soient réglés et qu'on puisse réassister comme l'an passé à des sacres de Grand Prix assez incroyables. Mais on n'en est pas là. On se projette déjà beaucoup. On se projette beaucoup, il faut bien sur les premiers Grands Prix pour bien sûr. Autre, on va dire, performance notable, fait important durant cette première course, on va parler de nos rookies, les 5 rookies qui débutaient ou quasi débutaient en Formule 1. Les 5,5 parce qu'il y a 5,5 Liam Lawson aussi. Évidemment, chacun a son avis de est-ce qu'on le considère. Sur Liam Lawson, il en était déjà à 11 départs avant ce Grand Prix. Moi, je le considère plus comme un rookie de mon côté. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai dit 5,5. Voilà. On pourrait avoir tendance à dire que quelque part, si, il change complètement d'écurie. Il n'a jamais démarré une saison, c'est vrai. Voilà, jamais démarré une saison, qui plus est sur un nouveau projet, donc il relance un peu toutes les cartes
surtout avec des grosses attentes, parce qu'ils rentrent quand même chez Red Bull, dont on sait que c'est une écurie d'une part très performante et d'autre part dont le management a d'énormes attentes. Donc je pense que, de mon point de vue, on peut quand même considérer ça comme un départ rookie. Je comprends, mais je trouve qu'il a quand même une expérience que les 5 autres n'ont pas. Ça, c'est indéniable. Voilà. Malgré un Oli Berman qui roule pour 2 écuries la saison dernière, il arrive avec quand même, je pense, un sacré avantage par rapport aux autres. Bien entendu. Alors revenons justement sur ces rookies, Isaac Hadjar, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto, Oli Berman et Kimi Antonelli. Alors en qualification, c'est le français Isaac Hadjar qui s'en est le mieux sorti avec une P11 à quelques centièmes de la Q3 si je ne m'abuse. 6 centièmes. Très serré. C'est joué à rien. Et à l'opposé, on a un Berman qui n'a pas pu rouler ce week-end, carrément. Ah bah Berman, c'était un week-end catastrophique. Crash lors de la première séance d'essai libre, au cours de laquelle il n'a effectué que quelques tours seulement. Sa voiture n'était pas réparée à temps, pas prête à temps pour participer aux essais libres 2, donc pas de roulage du tout. Sortie de piste lors des essais libres 3, donc pareil, tanké dans le bac à gravier, quelques tours seulement d'effectuer. C'était pas son premier d'ailleurs, c'était pas son tour de sortie quand il va dans les graviers. Je me demande, il me semble que c'est son tour de sortie. Donc très probablement, oui. Si ce souvenir faut pas c'est quand même très gênant. Et du coup, problème de boîte de vitesse, il ne prend pas part à la séance de qualification. Donc il est arrivé ce matin lors du Grand Prix avec très peu de roulage, à Melbourne. Et donc il est arrivé ce matin lors de la course avec très peu de roulage précédemment dans le week-end. Et donc démarrer dernier dans des conditions de pluie, c'est quand même pas idéal pour son 4e départ en Formule 1. Qui plus est avec la Haas qui contre presque toute attente a réalisé une grande contre-performance ce week-end. On parle de P19, P20 aux essais libres 1, pareil pour la qualification. Personne ne s'attendait à ça, à commencer par l'écurie américaine. Donc clairement arrivé plus ou moins à l'aide de ses connaissances sur un Grand Prix de Formule 1 qui plus est son premier en vraie saison complète, avec seulement 3 tours dans les bottes et dans la pire voiture du plateau, on pouvait s'attendre à un Grand Prix très difficile de la part du pilote. Mais c'est quand même hallucinant que Haas ait perdu autant de rythme en un hiver. Parce que l'année dernière, il terminait quand même régulièrement dans les points. Ça joue la P6 de toute façon au constructeur. Alpine a terminé 6e au constructeur, mais honnêtement, c'est pas représentatif. Haas a fait preuve d'une régularité qui faisait que c'était officieusement c'était eux la 6e écurie du tant au plateau. Niveau performance que stratégique tout au long de la saison. Et ils se retrouvent là au fond, en fond de grille, comme en 2021. Ça me rappelle l'époque de Schumacher et Mazepin, où c'était complètement largué. Ouais, mais c'est vrai, c'est assez inexplicable quand même. Alors ils sont pas autant largués en termes de chrono, mais c'est quand même très inquiétant de voir surtout un pilote comme Esteban Ocon qui maintenant a de la bouteille en Formule 1, a plusieurs années d'expérience, voir s'en sortir aussi mal et être en dernière ligne sur la grille. Ouais, parce qu'on aurait pu croire que c'était un problème peut-être de pilote un peu trop jeune, inexpérimenté, mais non, même Esteban Ocon a beaucoup de mal à extraire la performance de cette monoplace. Mais bon, il l'a déjà pas mise dans le mur, c'est déjà ça. Ouais. C'est très positif par rapport à son coéquipier. Mais peut-être la voiture, à l'image de McLaren en 2023, très compliquée à comprendre, mais a du potentiel de performance et dans des conditions plus favorables, un Grand Prix avec un circuit qui leur parle plus, pourrait éventuellement réussir à débloquer de la performance et revenir crescendo sur le reste du plateau. Alors le souci pour Haas, c'est que les essais hivernaux à Bahreïn se sont pas très bien déroulés. Et ce week-end à Melbourne non plus, ça s'est pas très bien passé. Et on est sur 2 circuits totalement différents. On était dans 2 conditions totalement différentes avec du sec à Bahreïn, de la pluie à Melbourne. Donc il n'y a quand même pas de quoi être très optimiste pour la suite pour Haas. Même si on leur souhaite de rectifier le tir très rapidement, ça va être compliqué. Pour revenir à la course en elle-même, on a Oli Berman du coup qui s'élance de la voie des stands, si je dis pas de bêtises. Ils sont 2 à s'élancer de la voie des stands, dont Oli Berman du coup. Et c'était Liam Lawson. Liam Lawson, voilà, le second. Et quand même, contrairement à plusieurs de nos rookies, Oli Berman il termine la course, tout simplement. Déjà, gros point positif par rapport à ses camarades débutants en Formule 1 pour le moment. Et au reste de son week-end, parce que au reste de son week-end, c'était surtout. C'était quand même très compliqué au début. Je pense qu'ils ont fait une grande réunion, un peu comme cette belle vidéo podcast F1. En fait, ils sont passés le moment en disant tiens, moi je vais juste me planter pendant les essais et terminer ma course avec une voiture très compliquée à piloter. Et normalement, les gars, prenez de l'expérience et beaucoup de tours en free practice. Et pendant ce temps-là, laissez-moi le champ libre en course et on se fera un grand meeting à la fin pour échanger nos connaissances et nos feedbacks. Il termine 14e, mais bon dernier finalement de cette course, puisque dernier, mais dernier des arrivants. Voilà, parce dernier des arrivants. 6 abandons.
6 abandons. Et dans les dont 6 un, abandons, il y a quand même 4 rookies. Voilà. Et le premier des abandons, c'est notre bon vieux français, Ah, le crève-cœur. notre Frenchie Le crève-cœur. Isaac Adjar, qui dès le tour de formation, il n'a pas fait de virage tout simplement. Il a repris les gaz. Se lever à 5h du mat pour voir ça, c'est quand même. Ah, dur. ouais, je t'avoue que c'était dur. j'avais les boules très très fort ce matin. Les émotions décuplées à cette heure-là, ça fait très très mal. Ouais, bah oui, parce que. Il a même pas vu le bout du deuxième virage. Ah non, ouais. Non. Il reprend les gaz à la sortie du T1 pour enchaîner sur le T2 et bam, tout de suite le spin et il termine dans le mur. Aileron arrière détruit. Ouais. Et c'était terminé déjà Terminé, pour déjà. Adjar, qui Donc, était inconsolable. On l'a vu en larmes ouais. à la sortie de dès sa qu'il sort monoplace. sa monoplace, et tout de suite il est avec un steward et il est déjà là, Les mains dans le casque, Ouais, en larmes, consolé par le père de Lewis Hamilton, Anthony. sur le chemin. Ouais. Compréhensible également, parce qu'on avait tous de grosses attentes envers lui, parce qu'il réalisait une très bonne saison de F2, malgré beaucoup d'embûches, notamment sur le plan mécanique. Ouais, il a pas eu de Où, chance. beaucoup de problématiques. On se rappelle la fois où également en qualification, il s'est fait bloquer car l'équipe l'avait relâché trop tard des stands et ne pouvait pas prendre part à son roulage comme dû et partait très loin. Et beaucoup d'attentes, beaucoup de gens étaient très excités de le voir sur ce plateau de Formule 1 et il a présenté de belles choses, aussi bien en essai libre qu'en qualification. Et oui, donc on aurait tous beaucoup apprécié voir ce qu'il aurait pu faire pendant ce Grand Prix. Néanmoins, la Formule 1, on sait, en tant que pinacle du sport automobile, reste impitoyable, et notamment pour ces rookies qui se sont un peu cassés les dents sur sa catégorie reine. Je complète tes propos. Quentin, effectivement, il a terminé 9e, Isaac Adjar de la première séance d'essai libre, 6e de la deuxième séance. Il a fait une qualif plutôt honorable, effectivement, avec la 11e place à 6 centièmes Non, seulement encore une fois, il est vraiment pas loin de la Clairement. Q3. de la Q3. Et donc on avait beaucoup d'espoir forcément. Et puis forcément, il y a un petit côté chauvin, il est français, donc Évidemment. forcément on avait envie de le voir à l'œuvre. On se disait qu'avec la pluie, des opportunités allaient se présenter pour qu'il termine dans les points. Et finalement, il n'aura même pas vu le départ de la course. Il faudra attendre le Grand Prix de Chine dimanche pour voir ses premiers tours en course de F1. Inconsolable le pilote, on l'a vu livide pendant toutes les interviews qu'il a dû donner après course, on va dire, pour lui. Non, mais est-ce que ça lui arrive peut-être pas aussi au meilleur moment, en tout début de saison comme ça, là, dans une course assez. C'est sûr où qu'il vaut mieux que ça arrive au premier Grand Prix qu'au 20e. Ça, Voilà, c'est c'est certain. ça. C'est arrivé plus tard dans la saison, on aurait dit un pied surcoté, les attentes étaient trop élevées envers ce pilote. Néanmoins, après ça, là, premier Grand Prix, conditions compliquées, découverte de la discipline. Oui, c'est le meilleur moment, clairement, pour que ça lui arrive. Je rappelle qu'il y a un certain pilote canadien, Lance Stroll pour ne pas le citer, qui est en F1 depuis 2017 et qui, l'année dernière, en fin de saison au Grand Prix du Brésil, s'est quand même mis dans le bac à gravier dès le tour de formation et n'a pas pu en sortir. Donc, Notre effectivement, bon violence. il y a toujours pire. Voilà, toujours pire. Mais dans la continuité d'Isaac Adjar, tour 1, donc cette fois le départ est pris, formation de lap se fait tranquillement. Tour 1, c'est Jack Doohan qui va lui, pareil, terminer dans le mur. Eh ben, écurie française, donc notre pilote australien chez lui qui ne voit pas l'arrivée non plus de ce Grand Prix. Ah, c'est dur pour Jack Doohan. Moi, il me fait de la peine. Déjà, on sait qu'il est déjà sous la grande pression de Franco Colapinto. On le sait, le management d'Alpine avec le retour de Flavio Briatore aux commandes est impitoyable. Et Alpine qui a signé Franco Colapinto, la révélation de la saison dernière avec Williams en tant que troisième pilote. Il a apporté beaucoup de sponsors argentins avec lui, et pas qu'argentins, sud-américains avec lui chez Alpine. Donc on sait déjà que Jack Doohan, qui est arrivé un petit peu là par défaut finalement, puisque Alpine avait un manque de choix pour remplacer Esteban Ocon. Membre de l'académie. Surtout membre de l'académie et managé par Flavio Briatore lui-même. Donc, Absolument. Donc il est arrivé un petit peu là, pas par hasard, mais pas, comme je le dis, par défaut. Il est déjà, on le sait, sous la menace de Franco Colapinto. Il y a des rumeurs qui disent qu'il a un contrat de 5 Grands Prix seulement. C'est sûr qu'avec un premier départ en Grand Prix qui se termine dans le mur au virage 6, ça va pas l'aider. Ça va pas l'aider dans son pilotage et à prendre confiance au sein de l'écurie française. Très clairement, surtout que la pression est constante même en dehors de la piste, car chaque publication et communiqué fait par Alpine est pris d'assaut par un raz-de-marée argentin de tous ses fans et hispanophones, donc d'Amérique latine, notamment d'Argentine, qui viennent prendre d'assaut les réseaux de l'écurie française pour rappeler que effectivement ils ont un très bon prospect en attente et que en cas de manque de résultats, il faudrait qu'Alpine commence à songer à d'autres options. Au-delà de toute cette pression qu'il y a autour de Jack Doohan, c'est un Grand Prix à domicile qu'il ne termine pas. Il ne voit même pas la fin du premier tour. Ça doit être quand même une grosse déception pour lui personnellement, au-delà de la pression qu'il y a autour de son baquet aussi.
Exactement. Bah, est-ce qu'on ne reviendrait pas sur cette presque malédiction des Grands Prix à domicile qu'on avait pu constater à l'époque de 2018, j'y repense, où chaque Grand Prix à domicile s'était mal conclu pour les pilotes du plateau de Formule 1. Donc peut-être bien. En attendant, bah, pareil, un peu à l'image d'Isaac Hadjar, c'est aussi le meilleur moment pour faire ses erreurs. Il fait ses armes, contrairement aux autres. Il a seulement un Grand Prix d'Abu Dhabi sur l'Alpine de l'année précédente dans les... pour lui-même. Dans les pattes. Dans les pattes, exactement. Je cherche un mot plutôt dans les bottes, mais ça faisait un peu mauvais. Et effectivement, oui, donc très peu d'expérience en Formule 1. C'est le moment de faire les erreurs. Et s'il se relève dans les courses à venir, notamment dès ce dimanche à Shanghai, il peut toutefois proposer de très bonnes choses. Le problème, c'est ce qu'il va avoir le temps de faire des erreurs parce que Il l'a effectivement, peut-être pas le temps. il Ouais. n'a que 5 grands prix de clauses dans son contrat, ça va être très compliqué de faire ses preuves. Et même s'il finit une fois dans les points sur les 5 prochains grands prix, est-ce qu'il va vraiment avoir l'opportunité de continuer la saison? C'est peut-être celui qui est le plus bien sous sûr. pression Ah, parmi les très rookies. clairement. Parce C'est qu'on indéniable. a un Liam Lawson qui est chez Red Bull, on va le compter parmi les rookies pour cet exemple-là. Mais Hadjar, pareil, qui est visible, qui aura, je pense, tout le temps cette saison de s'installer. Pareil pour Bortoleto Cecchi, qui est peut-être celui qui a le moins de pression dans le sens où il y a le moins d'attente autour de cette écurie et Absolument. peut-être de ce pilote même. Et puis Antonelli chez Mercedes, qui est attendu comme le grand grand pilote espoir. de demain, voilà, le grand espoir. Et puis Birman, Académie Ferrari, qui est chez Haas actuellement, qui est tellement en danger. Donc Duhan, c'est peut-être celui qui a le plus à prouver le plus rapidement. Tout à fait. Et il démarre comme ça cette saison. Il ne Ça faut va pas pas que ça aider. lui trotte trop dans la tête parce que ça pourrait affecter ses prochaines performances. On a déjà vu des pilotes par le passé se tendre et se raidir après une erreur ou deux. À l'image de Nick De Vries notamment, qu'on a vu l'an passé, et qui peut faire un peu cas de jurisprudence pour un cas comme celui-ci. Bah nous, tout ce qu'on va souhaiter aux pilotes australiens, Oui, c'est de rebondir assez rapidement, mais ça va être à lui de faire ce travail-là parce qu'il sait que derrière, ça pousse fort pour son baquet. Mais la Formule 1, c'est comme le cheval, il faut remonter tout de suite après être tombé. Voilà. Et ça tombe bien, il va remonter dans le baquet dès vendredi pour les essais libres en Chine. Et, Tant mieux pour tous nos rookies qui sont tombés pendant cette course parce qu'on a Douane du coup tour 1. Donc à la fin du tour 1, on a déjà 2 des 5 rookies qui sont dehors. Et puis plus rien pendant le reste de la course. Un spin de Kimi Antonelli qui lui coûte une place mais qui finalement ne le pénalise pas sans gravité. tant que ça. Et puis tour 45, on a Gabriel Bortoleto qui, pareil, termine dans le mur. Qui a décidé de s'inspirer des camarades précédents, rookies comme expérimentés d'ailleurs. On pense à nos amis Carlos Sainz et Fernando Alonso, les deux hispanophones qui ont manqué de chance et de piégé par les réactivité. vibreurs. Piégés par les vibreurs, les lignes blanches. Les lignes blanches, ces fameuses Voilà, lignes blanches. pourtant, qui aurait pu penser que ça pouvait être ces éléments-là sur la piste qui auraient posé autant de problèmes ce week-end. Et effectivement, qui s'est fait piéger lui aussi à son tour. En temps normal, il faut déjà faire attention à ces fameuses lignes blanches quand on roule. Mais là, avec les conditions qu'il y avait, les voitures très sensibles, je pense à la Ferrari, on avait Lewis Hamilton qui rebondissait là-dessus sur le fait que la Ferrari était très sensible. Mais ouais, là, on était dans des conditions, il fallait faire encore plus attention. Ah oui, tout à fait. Et puis les rookies, le manque d'expérience, ça a malheureusement joué contre eux et ils se sont retrouvés à survivre en fait pendant l'intégralité de ce Grand Prix. Celui qui a le mieux survécu au final, c'est Kimi Antonelli qui partait lui 16e sur la grille de départ et qui termine 4e. Exactement, comme dirait la fameuse phrase de Shaquille O'Neal au basket, Kimi Antonelli, je te dois des excuses, je n'étais pas familier avec ton jeu. Là, très clairement, c'est la même chose, j'attendais pas grand-chose de Kimi Antonelli, parce que même s'il est proposé de très belles prestations dans la catégorie de promotion, en Formule 1, il n'y a pas d'expérience et on ne sait jamais ce que ça peut donner. Hein. On a vu beaucoup de pilotes par le passé se casser les dents sur la catégorie RN. Et donc, finalement, très belle prestation de Kimi Antonelli. Hormis ce spin qui, même là, il est maîtrisé dans son malheur. Il s'est relâché les freins au bon moment pour s'épargner un peu de la situation. Ouais, c'est un des rares qui a quand même réussi à doubler pendant cette course, parce qu'au final, on a eu un ensemble de courses assez calmes. On a eu Max Verstappen et Piastri en tout début de course. On a eu à la fin Piastri aussi qui est remonté. On a vu par exemple, encore une fois, Lewis Hamilton buter sur la Williams d'Alex Albon. Il s'est heurté à un mur. Voilà, Ouais, c'est là. ça. Et finalement, Antonelli qui s'est montré assez agressif au final pendant la course pour doubler une première fois Hülkenberg, puis ce spin, puis une deuxième fois Hülkenberg. Et à la fin de la course, qui arrive à dépasser Alex Albon pour le gain de la P4.
Euh, première, première bonne prestation finalement de Kimi Antonelli. Moi, il m'a impressionné. Honnêtement. Il m'a impressionné. Faut rappeler qu'il a 18 ans. Hein. Il est né en 2006, Kimi Antonelli. Il part 16e de la course dans des conditions, donc on l'a dit, dantesques, hein, avec une alternance de pluie et une piste très glissante. Et là où tout le monde est sorti, là où tout le monde s'est mis dans le mur, là où tout le monde a fait les mauvais choix de pneus, et ben lui, il est resté calme, il a fait sa course. Et il est remonté, il a gagné 12 places au total, donc parti 16e, arrivé 4e. Franchement, une course impressionnante pour un rookie. Honnêtement, lui, il avait le profil parfait finalement, hein, pour se planter sur ce Grand Prix. Hein. Première course, 18 ans, au volant d'une Mercedes. Et finalement, il n'en a pas trop fait. Il a fait sa course. On l'a pas forcément beaucoup vu à la réalisation internationale pendant la course, mais il est remonté pas à pas. Il a su profiter des opportunités. Et au final, une 4e place magnifique pour Kimi Antonelli, et qui est très prometteuse. Et on a déjà hâte, personnellement, j'ai déjà hâte de le voir en Chine et lors des prochaines courses, voir de quoi il est capable sur piste sèche, parce que ça promet vraiment pour ce petit Italien. C'est vrai que moi, j'en attendais pas grand-chose entre guillemets avant le début de cette course. C'était vraiment pas celui sur lequel j'aurais misé sur l'ensemble des petits nouveaux. Et pourtant, il a réalisé une course très propre, agressive comme il le fallait. Il termine P4 juste derrière son coéquipier George Russell. Il marque de gros points pour son écurie. Non, c'est une prestation très compter, très. On n'est qu'à la première course, mais ça peut déjà compter pour la fin de saison. On se souvient que l'année dernière, McLaren et Ferrari n'avaient que 14 points d'écart à la fin de la saison au classement constructeur. Donc, c'est 12 points qui sont vraiment les bienvenus pour Mercedes et qui peuvent vraiment compter. Ouais, c'est sûr qu'il joue vraiment aux avant-postes, pardon. Exact. Puis typiquement, Kimi Antonelli qui jusque-là fait un très bon boulot du second pilote qu'on attend pour le moment, c'est-à-dire d'aller chercher les opportunités, les points, malgré un raté en qualification. Il montre qu'il peut parfaitement se rattraper en course avec un pilotage tantôt agressif, tantôt calme et récupérateur et économe pour ses pneus. Économe pour ses pneus, donc très bonne chose, de très bons signaux qui sont envoyés à Mercedes, qui semble avoir fait le bon choix. Hein. Mettre un rookie dans une écurie top team peut aussi fonctionner. On n'est qu'à la première course. Hein, encore une fois. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie de tirer de conclusion hâtive. Pareil avec Ferrari, pareil avec Lawson, je veux pas tirer de conclusion hâtive. Attendons de voir quand même sur plusieurs courses. On aura le temps de faire un bilan. Plusieurs éléments de réponse plus tard. Mais c'est sûr qu'effectivement, c'est prometteur. Jusque-là, voilà, très prometteur. De là à dire de faire le bon choix, attention. Oui, c'est ça. C'est comme on peut pas faire de conclusion sur Jack Doohan encore, sur Isaac Hadjar. Sur personne d'ailleurs. S'il faut, McLaren va choc au milieu de saison, un développement qui part dans le mauvais sens, ce serait surprenant, mais néanmoins, peut arriver. Même si on rappelle que parmi les rookies, Antonelli a eu un traitement assez particulier de la part de Mercedes, puisque Mercedes place énormément d'attentes, énormément d'espoir en lui, notamment le team principal de l'écurie, Toto Wolff. Il a roulé 10 000 km de tests avec Mercedes. Ce qui est l'équivalent d'une trentaine de Grands Prix, si je dis pas de bêtises. Mercedes a investi 10 millions d'euros sur lui depuis le début, donc c'est un gros investissement consenti par Mercedes. Donc Kimi Antonelli, voilà, il est vraiment préparé beaucoup plus que les autres rookies à la Formule 1. Clairement, on le voit comme la prochaine génération du pilote Mercedes, un peu à l'image d'un bien plus jeune, d'un jeune Lewis Hamilton quand il a rejoint la structure en 2013. C'est-à-dire que là, en plus, il a l'avantage d'avoir 18 ans et un bon talent jusqu'ici. Donc l'écurie investit pour construire un très gros projet futur avec lui et pour asseoir sa position en Formule 1 sur les années qui vont arriver. Donc à lui de capitaliser sur ce premier bon résultat. Hein. On rappelle P4 à l'arrivée de ce Grand Prix. Il termine devant un pilote comme Alex Albon dans sa Williams qui réalise un super Grand Prix lui aussi de son côté. Excellent, pareil. Une Williams qui performait peut-être au-delà des attentes qu'il y avait autour de cette écurie, qui se dégage peut-être comme actuellement, encore une fois on va pas faire de conjectures trop rapides, mais comme la force dominante du midfield peut-être, avec un Carlos Sainz et un Alex Albon tous les deux en Q3, une première depuis 2015, ça fait 10 ans il me semblait que les deux Williams ne s'étaient pas retrouvés en Q3, et un Alex Albon qui performe, P5 à l'arrivée, très bon résultat pour Williams. Franchement, rien à dire. Du coup, alors, en parallèle, on ne peut pas empêcher d'avoir un petit sentiment de déception pour son collègue Carlos Sainz. Évidemment, c'est décevant, effectivement. Il s'est montré plus malchanceux et avec cette erreur dans les premiers instants de Grand Prix. Néanmoins, effectivement, Williams, qui malgré, bien qu'ils aient abandonné le projet de développement sur cette année-là, on fait une année blanche, on investit tout sur 2026, part avec une très bonne base pour cette saison. C'est très prometteur, effectivement, et on pense que
Williams et Alpine vont se battre pour la P5 aux constructeurs. En tout cas, c'était la tendance des essais hivernaux et ça semble se confirmer. Moi, je veux bien voir Alpine se battre pour la P5 cette saison. Au vu de ce Très qu'il y a eu la saison dernière, moi, je veux bien les voir se battre pour la P5. Ça va faire beaucoup de bien si c'est le cas. Mais c'est vrai que c'est très prometteur de la part de Williams, effectivement, des qualifications très réussies. Ils ont, pour la première fois depuis très longtemps, un duo de pilotes vraiment complet, avec un ancien vainqueur de Grand Prix en la personne de Carlos Sainz, et un pilote qui lui n'est pas vainqueur de Grand Prix, mais qui est très expérimenté aussi en la personne d'Alex Albon, et qui connaît la maison. Qui est déjà monté sur le podium. Voilà, qui connaît la maison, qui est là depuis plusieurs saisons maintenant. Donc oui, c'est vraiment un des duos de pilotes à suivre, peut-être un des duos les plus complets de la grille finalement, après peut-être Leclerc-Hamilton chez Ferrari et Norris et Piastri chez McLaren. Alors voilà, la grosse déception effectivement c'est quand même Carlos Sainz qui malgré toute l'expérience qu'il a, on rappelle qu'il est en F1, ça fait 10 ans cette année qu'il est en F1, hein, il l'a depuis 2015 Carlos, et malgré tout il se met dans le mur dès le premier tour. Donc c'est la déception quand on voit que d'autres pilotes, on parlait justement d'Antonelli dont c'est la première course, s'en est sorti avec brio. Mais très belle course d'Alex Albon effectivement, qui n'a pas laissé la moindre chance à Lewis Hamilton de le dépasser, hein, on l'a vu, Lewis Hamilton collé à l'aileron arrière du Thaïlandais toute la course toute quasiment. la course, et le Thaïlandais s'en est sorti et brillamment défendu sa position. Et premier top 5 de la saison, 5ème place, vraiment c'est exceptionnel le travail fait par Williams, par James Wolfe et par Alexander Albon. Depuis son arrivée chez Williams, c'est vrai que le travail réalisé est quand même assez impressionnant. C'est plutôt colossal comparé aux années précédentes. Le rachat par Dorilton Capital de l'écurie en perdition, si on peut dire ça. Ah oui, Depuis l'abandon du sponsor titre Martini en 2016-2017, suivi après d'une longue chute au classement avec parfois de mauvais choix de développement, des mauvais choix de pilotes. Salut Claire Williams. Claire Williams toujours présente à chaque saison dans Drive to Survive. Voilà, bien sûr, qui vient apporter son expertise. Son expertise, mine de rien, c'est vrai qu'on peut dire qu'elle en a une certaine, même si parfois les résultats sont un peu venus à manquer. Néanmoins, effectivement, un très bon projet que devient Williams et une bonne carte à suivre pour le reste de la saison. Ouais, Williams qui marque du coup de gros points dès le début de la saison par l'intermédiaire d'Alex Albon, donc je le disais 5ème. Et puis en 6ème position, un pilote qu'on n'aurait pas pensé non plus retrouver à cette position, Lance Stroll pour Aston Martin, qui a dominé en fait son coéquipier tout au long du week-end. Oui. Et il fait partie de ces pilotes, un peu comme Nico Hülkenberg qui a fini 7ème, un peu comme Alex Albon finalement qui a fini juste devant lui. Il fait partie de ces pilotes qu'on n'a pas beaucoup vus pendant la course, mais qui ont fait leur course tranquillement, qui sont restés sereins, qui n'ont pas cédé à la panique malgré les conditions, qui ont su gérer la température de leurs pneus. Et Lance Stroll effectivement qu'on n'attendait pas forcément dans le top 10 ce week-end. Bien aidé par le bon nombre d'abandons quand même, mais il fait une course très très solide. Mais au moins lui il ne met pas sa voiture dans le mur. C'est ça, comme voilà. Parce que c'est vrai que s'il l'avait planté, je pense qu'on lui serait tous un petit peu tombés dessus. Et je l'ai taquiné il y a un quart d'heure dans cet épisode, et je reconnais qu'il a fait une très belle course, et il peut se féliciter de cette 6ème place pour Aston Martin. Aston Martin qui aura besoin de ses points, parce qu'on sait qu'on n'est pas sur une voiture des plus performantes. Et donc le fait de marquer de gros points comme ça dès le début de saison, c'est important pour eux. Exactement, surtout ce qui nous montre aussi que Lance Stroll peut performer. C'est vrai qu'on a été moins bien habitué sur ces dernières saisons. Il est bon sous la pluie quand même, en règle générale on va dire. Oui, le Brésil la saison dernière qui est un parfait contre-exemple. Bien sûr. Mais en général en conditions humides il est pas mauvais. Plutôt. Il a signé la pole position au Grand Prix de Turquie en 2020, rappelez-vous, avec Racing Point à l'époque. Effectivement, juste après le rachat, c'était très amusant. Mercedes Rose, dont on se rappelle, qui était un tout point similaire de façon extérieure. Mais bon, c'est une bonne nouvelle pour Aston Martin, avec Fernando Alonso d'une part, qui aujourd'hui a souffert d'une erreur en piste avec la dégradation des pneus, virage 7. Mais Lance Stroll peut venir, surtout dans des conditions difficiles, marquer de très gros points pour l'écurie. Ça peut être également une très bonne chose. Et pour être parfaitement complet sur Stroll, il partait 13ème sur la grille de départ. Il a terminé donc à la 6ème place, 7 places de gagné donc, durant la course pour le Canadien. Énorme performance du Canadien, qui juste derrière lui retrouve Nico Hülkenberg. Ouais. Alors Sauber, je ne vais pas vous mentir que surprise. La surprise, c'était à la fin de course quand je regardais simplement le classement pour me faire une idée de l'état des choses. Et Sauber qui marque ses premiers points dès le premier Grand Prix de la saison, là où l'année dernière il avait fallu attendre le Grand Prix de 23 Bahreïn. Courses, le Grand Prix du Qatar, l'avant-dernière manche de la saison. Voilà, en une course ils ont fait mieux qu'en 23 courses. C'est ça, 4 points la saison dernière et là 6 points cette saison dès le premier Grand Prix. Bravo à Kik Sauber et Hülkenberg. Rien à dire. Et là, c'est là où on voit que l'expérience parle. Hülkenberg il a 37 ans, c'est un des vieux briscards de la grille cette saison.
Et l'expérience a forcément parlé dans ces conditions particulièrement changeantes. Et il obtient cette magnifique 7e place, alors que lui aussi il partait loin sur la grille, on le rappelle. Il était 17e seulement, donc 10 places de gagné. Bravo à Nico Hülkenberg. Il termine devant les 2 Ferrari, Ferrari 8 et 10e. Donc on a Charles Leclerc en 8e position, Oscar Piastri en 9e et Lewis Hamilton avec le petit point de la 10e place. Ferrari, on en parlait, déception. Effectivement, malgré ça, on peut saluer encore une fois le travail de Kick Sauber, qu'on n'attendait pas, au vu des essais de Bahreïn en début de saison, qui s'annonçait comme étant bon dernier et peut-être même de loin, et qui finalement... Avant qu'on découvre les performances de Haas. Avant, effectivement, qu'il swap les positions avec Haas et puisse montrer de belles choses, surtout sous ces conditions. Alors, petite déception de Bortoletto qui, pareil, n'est pas seul et a souffert des mêmes problèmes que... Inexpérience, encore une fois. Voilà, c'est ça, qui vient d'arriver, premier Grand Prix, et qui a souffert de mêmes problématiques que ses autres collègues rookies et expérimentés. Néanmoins, ça peut s'annoncer bien pour l'année qui précède l'arrivée d'Audi à 100% dans ce projet. Tu vas couper l'herbe sous le pied parce que justement, je voulais préciser qu'on n'attendait absolument rien de Sauber puisque justement l'année prochaine, l'écurie deviendra Audi. Et on sait que du coup, l'écurie va placer tous ses pions sur 2026 et va arrêter très tôt dans la saison ses investissements pour le développement exactement de la voiture 2025. Et pourtant, la voiture ne semble pas être aussi calamiteuse que l'année dernière. Donc ça reste à confirmer évidemment sur d'autres circuits, d'autres physionomies de circuits. Mais visiblement, Sauber pourrait s'inviter quelquefois dans les points cette saison. Mais sur un circuit pas simple quand même, à conduire où le pilote fait beaucoup en Australie. Donc non, c'est quand même de bon augure quand même pour Kick Sauber. Voilà, on travaille aussi beaucoup de recrutement de personnes qualifiées et reconnues. Jonathan Whitley, Mattia Binotto et d'autres bien sûr qu'on connaît moins médiatiquement, mais tout aussi réputés dans le domaine de l'ingénierie. C'est clairement un bon projet en construction et qui dès cette saison peut jouer les troubles faits sur certaines courses à l'image de celle-ci. Encore une fois, peut-être qu'à l'image de la saison dernière, on va avoir une lutte pour le midfield. En fait, pour ne pas être dernier, tout simplement, il y avait des luttes pour la 6e place, mais il y avait aussi les luttes pour ne pas être dernier. On peut avoir du beau spectacle cette saison. Bon, en tout cas, ça va être très 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 serré. Quelle saison on va avoir, les amis? À la fin de la Q1, il y avait 6 dixièmes d'écart entre le premier et le 16e. 6 dixièmes, rendez-vous compte. Il y a quelques années, je me souviens de la saison 2020 où Mercedes dominait outrageusement. 6 dixièmes, c'était l'écart parfois entre Hamilton et Bottas, son coéquipier en qualif. Et Hamilton était premier, Bottas deuxième, il y avait 6 dixièmes d'écart. Là, on a 6 dixièmes d'écart entre le premier et le 16e. C'est extraordinaire. Franchement, ça promet une saison formidable. En qualification, on est sur le plateau, tout simplement le plus serré de l'histoire. Statistiquement, on n'a jamais eu des écarts aussi serrés entre toutes les équipes. 6 dixièmes qui départagent le premier et le 16e. Tout simplement, l'écart le plus réduit de l'histoire. Donc, qui est, ma foi, de très bon augure. Encore une fois, ça annonce beaucoup de suspense et beaucoup de spectacles à suivre. Donc ça, c'est encore une fois tout ce qu'on demande, nous, en tant que fans de Formule 1. Maintenant, un petit peu plus négativement sur la course, il y a 3 écuries qui sortent de ce Grand Prix sans aucun point. On a Racing Bulls. Il en faut bien. Racing Bulls, Alpine et Haas. Alors, Haas, contrairement aux 2 autres, a ces 2 voitures, ces 2 monoplaces qui ont terminé la course. Mais Racing Bulls, on a Yuki Tsunoda et Pierre Gasly pour Alpine qui terminent hors des points. Petite déception quand même de mon côté, plus particulièrement pour Yuki Tsunoda qui, je trouve, avait bien construit son week-end, était plutôt bien dans sa course et finalement qui sort des points comme Pierre Gasly qui se retrouve avec un résultat peut-être pas à l'image de ce qu'il avait réalisé. Il fait partie de ces pilotes qui ont été piégés par les conditions et ce fameux tournant avec le retour de la pluie à 12-13 tours de la fin. C'est décevant effectivement, surtout avec la qualif extraordinaire qu'il avait fait. Yuki Tsunoda, on le rappelle, il était 5e sur la grille de départ, donc quand même en bonne posture pour marquer des points. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois, mais moi, c'est plutôt Pierre qui m'a déçu, Pierre Gasly. On l'a vu en délicatesse avec ses pneus en fin de course. Il a débordé sur le vibreur au virage 2, il s'est pris la flaque d'eau. On l'a vu, il a perdu 2 positions de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. D'ailleurs, c'est ça, le virage 3, il se fait doubler par au virage 3. Petite déception pour Pierre, mais on a quand même vu qu'il y avait du rythme dans cette Alpine. Pour les 2 pilotes, aussi bien Yuki Tsunoda que Pierre Gasly, on part sur 2 pilotes très solides au sein de leurs écuries qui ont montré de très belles choses par le passé et qui cette année ont encore beaucoup à montrer et qui en veulent pour remontrer encore une fois la face du monde, leur talent et l'étendue de leur capacité avec ces voitures qui ont l'air de performer jusqu'ici. Mathis, je ne sais pas si tu as le classement sous les yeux pour nous rappeler le détail. Je le compte sur toi. Faisons tomber le coup près. On va commencer évidemment par le classement de la première course et donc du championnat finalement.
avec Lando Norris en tête du championnat, donc avec 25 points, suivi par Max Verstappen avec 18 points et George Russell 15 points. Kimi Antonelli 4e avec 12 points, Alexander Albon 5e avec 10 points. Lance Stroll avec le gain de 16e place récupère 8 points. Très belle performance, on l'a dit, de Nico Hülkenberg avec sa 7e place qui récupère 6 points. Charles Leclerc récupère 4 points avec sa 8e place. Oscar Piastri est 9e avec 2 points. Et Lewis Hamilton ferme le top 10 avec 1 point. Et on va tout de suite voir le classement constructeur avec 2 écuries ex aequo, McLaren et Mercedes avec 27 points. Red Bull est 3e avec 18 points. Williams se place en 4e place avec les 10 points de la 5e place d'Alex Albon. Aston Martin est 5e avec 8 points, suivi de Kik et Ferrari avec 6 et 5 points respectivement. Et enfin, en dernier, les 3 écuries n'ayant pas marqué de points, Alpine, Racing Bulls et As. Et voilà qui conclut ce premier épisode de Lights Out. Merci messieurs. Merci à vous. On est revenu sur ce premier Grand Prix d'Australie. On reviendra la semaine prochaine sur celui de Chine. Et en attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce premier podcast et je vous dis à bientôt. Salut. Au revoir messieurs. Salut, à très bientôt à tous.